qu'elles avaient et que malgré tout elles continuent d'avoir à la Cour pénale internationale, mais également un impact, je dirais, sur nos vies quotidiennes, parce qu'elles restent toujours dans l'incertitude de connaître la vérité de ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Maintenant, s'il y a des questions, je vous demanderai, s'il vous plaît, de également vous présenter avec le nom et le journal ou la radio ou la télé pour laquelle vous travaillez. Merci. Je suis Nestor Delors, je suis journaliste à Paul Afrique Point. Alors, donc, des victimes. Lors de la prononciation de l'acquittement, le juge a estimé que les preuves fournies par l'accusation n'étaient pas vraiment suffisantes, n'établissent pas les liens entre le motif de l'accusation et les accusés. Du coup, on a parlé d'enquête bâclée et il y a des rapports d'ONG comme l'OIDH qui observe le procès depuis le début à l'année, qui a aussi mentionné que l'enquête était bâclée. On voyait des témoins en direct qui venaient finalement disculper les accusés, demandant des Alors, quel a été vos rapports avec les témoins, avec les victimes et les témoins en tant que partie prenante, en tant que représentant des victimes, partie prenante au procès? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on a vu ce genre de résultats bâclés, de travail bâclé au niveau du procureur? La deuxième question, c'est vrai, vous ne représentez pas la Cour, mais vous êtes membre de la Cour. Et en Côte d'Ivoire, le sentiment est que, parce que le procureur n'a pas mené ses accusations sur la question ivoirienne simultanément dans tous les camps, on a le sentiment qu'il y a des victimes qui n'étaient pas prépondérantes. Les souffrances n'ont pas ému la communauté internationale. Les souffrances n'ont pas ému les juridictions nationales. Ils ont souffert à Naïbi, ils ont souffert à Bobo, un village de la commune d'Abobo, où certaines victimes ont été priorisées par la Cour pénale internationale et d'autres ignorées. Alors, c'est vrai que vous ne représentez pas la Cour, vous représentez une partie des victimes. Comment vous vous sentez aujourd'hui devant tous les Ivoiriens qui vous regardent, qui ont le sentiment que vous avez choisi les victimes qui comptent? Je vais répondre immédiatement On va 5 questions et puis... D'accord. Merci madame, je suis Dr Toussea. Je ne suis pas journaliste, je suis président. J'ai prévu pour les journalistes. Cela dit que c'est la première fois qu'elle a rencontré les journalistes ici en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, donnons la priorité aux journalistes. Et après la conférence, vous pourrez la rencontrer éventuellement pour vos préoccupations. Si vous permettez. Merci pour votre compréhension. Bonjour madame, je suis Fabrice Tété, du quotidien Le Temps. Madame, votre visite, ça m'intrigue un peu. Je me demande à quoi sert votre visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Êtes-vous venu mobiliser les victimes dont vous demandez contre la prochaine libération du Bako de Guinée, ou êtes-vous venu faire le point votre échec à la condamner au pouvoir Ouattara? Deuxième question. Le 19 janvier 2019, le juge président a dit que vous préférez présenter des documents que des témoignages de vos victimes. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là de vous baser sur les documents que d'entendre des propos des victimes que vous demandez? Je suis désolée, je pense que je ne comprends pas parce que je ne me souviens pas d'avoir articulé
observation, je vous disais que j'avais du temps. Et nous? C'était pendant l'audience du 19 janvier. Il n'y avait pas d'audience le 19 janvier, donc ça m'étonnerait que j'ai fait une telle déclaration. Il y a eu l'audience le 15 pour le jugement et le 16 pour discuter de la mise à liberté. On va voir ça. Oui, bonjour madame, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Est-ce que les victimes que vous représentez sont aujourd'hui favorables à la libération de M. Gbagbo et Blé-Goudé? Bonjour, Martin vient de LG Info. Madame, comment fait-on pour être victime selon votre approche? Ma question va en appui à celle de ma consoeur Nesmond. Les victimes de Naïbi à Djokoué, du camp de Naïbi à Djokoué, les victimes de Nanuka Côté à Abobo, sont-elles des victimes selon vos critères? Sinon, pourquoi ne le sont-elles pas? Merci. Dernière question. Dernière question. Je suis candidat ici là. Ah, merci. Je suis candidat Mamadou quand le matin. Maître, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que la Chambre d'appel a le pouvoir de faire en sorte que Gbagbo Laurent soit encore dans l'aide à détention, bien qu'il soit acquitté? Pardon, est-ce que la Chambre d'appel a le pouvoir de faire en sorte que Gbagbo soit maintenu en prison, bien qu'il ait été acquitté par la Chambre? Merci. Je vais essayer de répondre en espérant que j'ai bien noté. Alors, je vais commencer par la question des éléments de preuve. Alors, et là, vous m'excuserez si je ne peux pas être plus précise, mais malheureusement, je le répète, le fait qu'on n'a pas de raisonnement juridique nous empêche de mieux expliquer pourquoi on est arrivé à l'acquittement. Or, vous savez certainement, parce que vous avez suivi la procédure, que quand les deux équipes de défense ont déposé la demande d'acquittement, il y a eu toute une discussion, il y a eu des audiences, et nous, comme avocats des victimes ainsi que l'accusation, nous avons insisté sur le fait que, en ayant examiné les éléments de preuve que l'accusation avait menés, ces éléments de preuve étaient suffisants et je pense que je peux le répéter aussi aujourd'hui, ils sont toujours suffisants pour continuer la procédure. D'accord? Je pense que ça doit être très clair. La question à l'époque était, et elle est toujours, s'il y avait des éléments de preuve suffisants pour continuer le procès et donc permettre aux équipes de la défense de présenter leurs témoins. Ça, c'était la question. Or, sur cette question, nous ne savons pas à aujourd'hui quel est le seuil probatoire que la majorité de la Chambre a utilisé. Il semblerait que la Chambre de première instance a utilisé un seuil probatoire beaucoup plus élevé que celui que serait, selon nous, évidemment, position juridique différente, ce seuil qui devrait être utilisé à ce stade de la procédure. Alors, ça a bien évidemment posé un problème. La deuxième observation concernait comment on s'est rapporté, si je le comprends bien, aux témoins directs de l'accusation qui venaient témoigner et que, quelquefois, semblait disculper les deux personnes qui étaient à l'époque accusées, M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Alors, je pense là qu'il est important de comprendre que le rôle des victimes dans les procédures pénales devant la Cour pénale internationale est celui essentiellement de présenter leurs vues et préoccupations. Ça, ce sont les deux mots qui sont utilisés dans le statut de l'homme à l'article 68, paragraphe 3. Donc, en fait, ce que je veux dire par cela est que ce ne sont pas les victimes
qui ont en première la responsabilité de prouver la responsabilité des accusés devant la cour. C'est l'accusation qui a cette seuil de preuves qu'ils doivent mener. De notre côté, c'est que nous avons essayé de faire comprendre pendant le procès, et essentiellement d'un côté, le type de préjudice et de souffrance qui ont été subis par les victimes lors de la crise post-électorale, et de l'autre côté, évidemment, parce que c'est également l'intérêt de mes clients, de soutenir l'accusation dans ses démarches pour les éléments de preuve. Et je m'excuse si je ne peux pas être plus claire, mais malheureusement, faute de cette décision écrite, il est vraiment une question de spéculation. Je serais en train de spéculer inutilement parce que je ne connais pas les raisons fondamentales qui ont mené les deux juges à cette décision. L'autre question qui me touche un peu plus, si je peux dire comme ça, vous faites référence à comment des autres victimes qui n'ont pas pu participer à cette procédure et sont quand même toujours dans leur souffrance également, et cette souffrance n'a pas été écoutée, si je comprends bien votre question, devant la cour, et comment je me sentirais moi parce que je choisis certains victimes. Alors, là aussi, le propos est mal posé pour la simple raison que je n'ai pas choisi les victimes. C'est pas moi qui a collecté les demandes de participation des victimes, c'est le greffe de la Cour qui l'a fait. Et moi, j'ai été désignée en tant qu'avocat seulement après que le juge de la Cour ont autorisé les victimes et ont vérifié leur dossier. Donc, en fait, moi, j'ai connu mes clients après que les juges de la chambre préliminaire ont décidé de les autoriser à la procédure. Autrement dit, moi, je n'étais pas au pays quand les victimes ont déposé leur demande de participation. Et je le répète, ça peut ne pas plaire, ça peut sembler injuste, mais ça, ce sont les règles de procédure devant la Cour pénale internationale. On ne choisit pas les victimes. Les victimes sont autorisées par les juges conformément aux procédures pendantes devant la Cour. Or, je le répète, la seule procédure pendante devant la Cour, toujours à l'instant, parce que ce n'est pas une décision définitive, est la procédure à l'encontre de M. Barreau et de Roubaix. Ça ne signifie pas moi-même ou la Cour, ni la présence d'autres victimes et l'étendue de la victimisation lors de la crise post-électorale, mais c'est un fait de droit auquel nous devons nous plier. Et ça me permet également, peut-être si vous me le permettez, de répondre à la 4e question du journaliste de LG Info qui demandait si des autres victimes étaient effectivement des victimes selon mes critères. Alors là également, je souhaite répéter que je n'établis pas quels sont les critères. D'accord ? Les critères sont établis dans une norme très précise du règlement de procédure électorale de la Cour pénale internationale, et la norme 85, quelqu'un a envie de le lire. La norme 85 définit qui peut être qualifié de victime devant la Cour pénale internationale. Alors, premièrement, je rappelle que la Cour a compétence seulement pour le crime commis après le 1er juillet 2002. Donc, déjà, tous les crimes qui auraient été commis avant ne rentrent pas dans la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, certains massacres auxquels souvent on fait référence en Côte d'Ivoire ont été commis avant. Donc, évidemment, ils ne rentrent pas dans la juridiction de la Cour. Deuxièmement, les critères sont des critères objectifs qui sont appliqués par les juges. Je peux vous les mentionner, comme ça
pour la conversation. C'est, je le répète, la norme 85 du règlement de procédure électorale. Premièrement, il doit s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Deuxièmement, cette personne doit montrer qu'il ou elle a subi un dommage à cause d'un crime qui relève de la compétence de la Cour, donc un crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, crime d'agression. Et cette personne doit également montrer qu'elle a subi un préjudice qui est directement en lien avec les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Voilà, ça ce sont les critères objectifs. Et c'est peut-être aussi la peine de rappeler comment cette participation des victimes se manifeste devant la Cour. Il y a le greffe de la Cour, dont M. Tchik est représentant aujourd'hui, qui est un organe neutre de la Cour, qui normalement fait des sessions de sensibilisation auprès des communautés affectées quand une enquête ou une procédure est ouverte devant la Cour. Suite à ces sessions de sensibilisation, les victimes peuvent se manifester et doivent remplir un formulaire qui est mis à leur disposition par le greffe de la Cour, pas par un avocat, par le greffe de la Cour. Ils remplissent ce formulaire. Ce formulaire est envoyé au juge de la chambre concernée, selon la procédure. Les juges vont lire ce que les victimes ont écrit, vérifier que les critères de la norme 85 sont remplis et décider de leur statut, de leur octroyer ou non le statut de victime. Pour votre information, il y a des victimes qui n'ont pas été autorisées à participer à la procédure simplement parce qu'elles ne pouvaient pas prouver qu'elles avaient un lien avec les crimes qui avaient été commis lors de la crise post-électorale. Donc il y a un jugement, une décision des juges de la Cour et par la suite un avocat est nommé pour défendre les intérêts des victimes, normalement. Et je le répète encore, je vais être très clair, je ne discute pas qu'il y a eu des victimes, qu'il y a encore des victimes, qui est même après la crise post-électorale, il peut y avoir des victimes. Ça, c'est pas une question. La question est, devant la Cour pénale internationale, il y a certaines règles de procédure qu'il faut respecter et qui ont été respectées en l'occurrence. Question de M. Fabrice, si je ne me trompe pas, c'est le temps. Non, moi je ne suis pas pour mobiliser ici, pour mobiliser les victimes. Ma tâche est de rencontrer mes clients régulièrement pour leur expliquer ce qui se passe dans les procédures et surtout pour savoir quelles sont leurs instructions. Comme n'importe quel avocat de l'univers, j'agis en suivant les instructions de mes clients. Il est évident que j'ai également un devoir éthique et professionnel de les conseiller, de donner des avis. Je pense que, je ne sais pas, il y a des avocats dans la salle, mais je pense que tous les avocats se sont retrouvés avec des victimes qui peut-être avaient des idées bizarres par rapport à la justice ou qui peut-être demandaient quelque chose qui n'était pas conforme à la loi. Donc le rôle d'un avocat, c'est également d'expliquer aux clients ce qu'ils peuvent attendre ou pas attendre, qu'est-ce qui est conforme à la loi, qu'est-ce qui n'est pas conforme à la loi. Donc ça, c'est mon rôle. Donc je me suis rendue au pays essentiellement pour essayer de rassurer les victimes et de leur expliquer quels sont les développements de la procédure. Mais je pensais également qu'en vue de cette décision d'acquittement et en vue des différentes informations que les journaux ont véhiculées dans les derniers temps, il est également important de rencontrer la presse pour expliquer quel est notre point et essayer de claircir un petit peu quel est le rôle des victimes et qu'est-ce que les victimes s'attendent depuis la décision d'acquittement. La
quatrième question était si les victimes sont favorables à la libération de M. Gbagbo et M. Mobutu. Alors, évidemment, nos clients, à l'instant, ne sont pas favorables à la libération de M. Gbagbo et M. Mobutu. Ça, c'est quelque chose qui a été dit clairement aussi lors de l'audience du 16 décembre devant les juges, et également quelque chose qui a été plaidé devant la Chambre d'appel dans nos soumissions écrites pour soutenir la demande d'effet suspensif de l'accusation. Alors, je pense que ça, c'est une position qui est tout à fait compréhensible. J'ai expliqué également la raison pour laquelle les victimes ne souhaitent pas une libération, certainement pas une libération sans condition des deux accusés, parce qu'elles craignent qu'ils pourraient ne pas se présenter à nouveau devant la cour si la Chambre d'appel devrait renverser le jugement. Voilà, ça c'est, je pense, une crainte tout à fait raisonnable à ce point de la procédure. Il y avait une 16e question, je pense. Ah oui, est-ce que la Chambre d'appel a le pouvoir de maintenir... oui, oui, parce que c'est prévu par le statut de Rome. Hein. C'est pas que la Chambre d'appel a un pouvoir qu'il n'a pas. Voilà. C'est prévu par les textes juridiques de la Cour. Une des possibilités de la Chambre d'appel est de maintenir la détention de M. Gbagbo et de M. Mobutu. Évidemment, je ne peux pas dire plus que ça parce que je ne sais pas, je ne peux pas imaginer ce que les juges de la Chambre vont décider sur cette question, mais à l'instant, c'est une des possibilités qui devrait être évaluée par la Chambre d'appel. Pensez-vous aux questions? Oui,